Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Abattons Rompu, un numéro un peu spécial au lendemain de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Macron. Donc on va essayer d'analyser ça en essayant d'être le plus objectif possible sur les raisons qui ont présidé à cette dissolution et puis sur ce qui pourrait en sortir, sur les différents scénarios qui se présentent devant nous et sur les conséquences pour les différentes organisations politiques et puis évidemment pour la France, tout en jetant un petit coup d'œil rapide à ce qui se passe à l'étranger. Mais ça, je consacrerai un numéro plus spécial et plus spécifique aux élections dans les autres pays, parce que vous savez qu'il est important d'avoir ce regard large et ample, car les dynamiques, la tectonique des plaques électorales se produit en général à l'échelle d'un continent et pas simplement de manière spécifique dans un pays. Alors allons-y. Commençons par revenir sur la genèse un petit peu de cette dissolution. Fous ceux qui veulent nous faire croire que cette dissolution est le simple fait du résultat électoral de ces élections européennes. Elle relève d'une dimension totalement structurelle, que j'ai déjà évoqué largement avec vous ici, qui est le fait de la démocratie minoritaire, qui était partielle à partir de 2017 et la première élection de M. Macron, d'une certaine manière, puisqu'il y avait un conflit de légitimité entre sa personne et sa légitimité institutionnelle, et la légitimité populaire qui lui a été déniée à partir du mouvement des Gilets jaunes, puis pendant la crise Covid, et puis la démocratie minoritaire effective et institutionnelle telle que nous la connaissons en France depuis 2022, et le fait que M. Macron n'a pas non une majorité relative au sein du Parlement, mais qu'il est minoritaire au sein du Parlement français. Et vous savez que c'est un phénomène majeur au sein de l'Union européenne depuis 2018. M. Macron a voulu jouer de la démocratie minoritaire depuis 2 ans, et il était inéluctable qu'on en arrive à une situation de blocage, puisque la démocratie minoritaire n'est pas une situation démocratiquement stable, et elle ne peut donc être que transitoire. En faisant le jeu d'assumer, le jeu dans la démocratie minoritaire, M. Macron courait donc de fait à la catastrophe. Il est important de dire ici que si M. Macron a joué le jeu de la démocratie minoritaire, il n'a pas été le seul. Toutes les oppositions, mis à part le Rassemblement national, ont joué le jeu de la démocratie minoritaire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'elles ont toutes fait le choix de jouer et de faire une course de petits chevaux. Une course de petits chevaux qui visait à s'adresser à chaque fois à un segment électoral ou à des segments électoraux et essayer de capitaliser sur des socles politiques plutôt qu'essayer d'être dans des dynamiques de rassemblement populaire. Autrement dit, accepter la règle de la démocratie minoritaire en se disant que le principe de la démocratie minoritaire dans le cadre de la Ve République et de la présidentialisation de celle-ci fait que le but serait d'arriver au deuxième tour et qu'au deuxième tour face à l'extrême droite, selon les règles anciennes, on gagnerait. Tous ceux qui ont fait ce choix-là, plutôt que d'essayer d'ouvrir une perspective majoritaire, sont d'une manière ou d'une autre, eux aussi, responsables du résultat électoral de ces élections européennes. Voilà pour le tableau tel qu'il est posé. Mais si je le présente comme cela, c'est, vous le savez, que j'ai largement étudié comment cela s'est passé dans les autres pays, puisque les autres pays européens sont rentrés avant nous au sein de la démocratie minoritaire, et notamment de la démocratie minoritaire institutionnelle. Et qu'est-ce qu'on constate alors que ces pays cherchent à en sortir, puisque nous avons, nous, donc un retard, un léger différé par rapport à eux. Il n'y a pas 50 000 alternatives. L'une des alternatives, c'est que l'extrême droite l'emporte, comme ça peut être le cas par exemple en Italie, en recomposant notamment les droites. La deuxième possibilité que nous avons, c'est que la démocratie minoritaire s'enquiste. C'est le cas espagnol, par exemple. La troisième issue possible, c'est que l'extrême droite est faiseur de rois. C'est le cas notamment dans tous les pays du nord de l'Europe, où il y a des majorités qui tiennent à un fil, mais qui sont mises en place parce que l'extrême droite les laisse se mettre en place quand bien même elles n'entrent pas au gouvernement. Je pense là aux exemples suédois, danois, à ce qu'on a pu connaître en Finlande et ailleurs. Et puis, enfin, la dernière possibilité, c'est le type un petit peu de l'Allemagne, c'est ce qu'ils appellent les majorités Big Tent, les majorités grands chapiteaux, qui sont des majorités hétéroclites, qui n'ont absolument aucune armature idéologique et qui donc sont pulvérisées au premier coup de semonce politique. Autrement dit, il n'y a pas d'issue claire, mais voilà les différentes issues possibles. Et il était donc immanquable que la France en arrive à ce carrefour où il n'y a pour l'heure que ces alternatives devant nous. Nous y voilà donc désormais rendus. Ceci étant présenté,
non pas un état des lieux général des résultats électoraux d'hier et de ces élections européennes, mais un chiffre qui doit être gardé en tête parce qu'il est la clé. On ne fait pas de la politique, vous le savez, de l'analyse électorale avec des pourcentages, peu importe que M. Macron ait fait, que M. Bardella ait fait 31,5% et que la candidate de M. Macron ait fait 14,5%. Ce qui est important, c'est le nombre de voix. Or, le chiffre du nombre de voix, hier, qui s'est porté sur la liste de M. Bardella, est plus que conséquent. 7,7 millions de Français ont glissé un bulletin Rassemblement National dans l'urne. Autrement dit, à peine, je dis bien à peine, 400 000 personnes de moins que lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, alors que la participation électorale est de 25 points de moins. Voilà la donnée clé, sans même essayer de rajouter des voies de reconquête ou quoi que ce soit. Voilà la donnée clé qui est celle à même de construire, de donner à voir d'abord une dynamique, une assise et un socle extrêmement élevé et qui balaye donc tous les arguments de ceux qui penseraient que c'est un vote de colère ou quoi que ce soit, et qui donne à voir ce qu'est le paysage de l'élection législative à venir le 30 juin. Une fois que ce tableau-là est posé, et sans même regarder ce qui se passe autour et la faiblesse des différentes oppositions ou du camp présidentiel, il n'y a, à mon sens, que 4 options sur la table qu'il faut bien comprendre pour comprendre le choix qui a été celui de M. Macron. D'une certaine manière, M. Macron n'avait pas d'autre choix hier soir que de dissoudre l'Assemblée nationale. Ou plutôt, M. Macron n'avait plus d'autre choix que de dissoudre. S'il avait refusé la démocratie minoritaire, il aurait fait la dissolution bien avant et il aurait remis l'enjeu dans les mains des Français pour qu'ils décident de construire une majorité populaire. Il a fait le choix inverse et donc c'est contraint par les événements que hier soir il a été tenu de dissoudre l'Assemblée nationale. Pouvait-il faire autrement? Et est-ce que ce choix est irrationnel? Non, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut voir deux perspectives. Bien sûr, l'intérêt personnel de M. Macron, on sait bien que celui-ci n'est pas guidé par l'intérêt général, mais est guidé par son intérêt personnel, mais ça ne peut pas être non plus que ça. C'est qu'il y a aussi du calcul électoral vis-à-vis du Rassemblement national. Donc, regardons ce que peuvent donner les différentes issues. Première possibilité, le 30 juin, il sort des urnes une majorité relative, nous dira-t-on, une minorité, mais qui est une minorité propulsée en tête, du front républicain que M. Macron essaie de mettre en place en ralliant à sa cause le Parti socialiste ou des gens du Parti socialiste et des personnalités de LR et des gens de LR, et pour donner à voir finalement une sorte de grande coalition, de gros co à la française, qui serait d'ailleurs, notons-le, un petit peu similaire de celle qui va se mettre en place à nouveau au Parlement européen pour prolonger soit le mandat de Mme von der Leyen, soit de quelqu'un du même acabit. Première possibilité qui, de fait, n'est pas une possibilité, ne rend pas M. Macron perdant. Deuxième possibilité, la victoire, là encore, sous forme de minorité, non pas Front populaire, parce qu'il y a un problème d'offre électorale et rien n'est renouvelé, mais d'un cartel des gauches. Autrement dit, la NUPES, en tant que cartel électoral, se reforme, et la dynamique et la peur de l'électorat de gauche arrivent à les propulser en tête de manière à pouvoir former un gouvernement minoritaire. Alors bien sûr, tout cela semble compliqué car il n'y a absolument aucune, je dis bien aucune dynamique au sein des gauches depuis 2017. Toutes celles-ci restent scotchées à 31%, j'en veux pour preuve que le résultat des gauches à l'élection européenne d'hier est très exactement au pourcent près le même total que le pourcentage que l'addition des gauches en 2019, qui était d'ailleurs le même qu'aux élections de 2017, etc., 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 et qui est le même que les élections de 2022. Donc l'encéphalogramme des gauches est aujourd'hui totalement plat, il n'est pas prêt à créer une dynamique, mais envisageons la possibilité que la mobilisation de ce camp-là, en l'occurrence la mobilisation d'un camp, puisse lui permettre de surnager, mais il se retrouverait immanquablement, non pas dans une perspective majoritaire, mais dans une situation à nouveau minoritaire, qui conduirait à une situation délicate, là en l'occurrence, et ce serait un pari perdu pour M. Macron, mais qui serait aussi une situation délicate pour les gauches quand on sait les lignes de fracture qui les traversent, les désaccords idéologiques et les désaccords, il faut bien le dire, également personnels.
Troisième possibilité, c'est la possibilité d'une minorité, mais de tête, du Rassemblement national. Autrement dit, le Rassemblement national emporte les futures élections législatives, mais ne dispose pas de la majorité absolue. Dans ce cas-là, nous rentrons dans un schéma qui peut être un schéma de type cohabitation, dans lequel M. Macron peut estimer qu'il n'a pas perdu son pari, et que c'est à lui, en tant que président, de faire la démonstration dans une cohabitation qu'il est à même d'invalider l'hypothèse Rassemblement national pour la suite, et notamment pour les élections de 2027. Et enfin, dernière possibilité, la possibilité où le Rassemblement national a une majorité absolue, certaines enquêtes en attestent, il faut se souvenir des dynamiques de deuxième tour qui ont énormément évolué en 2022, et donc il faut envisager sérieusement une majorité absolue du Rassemblement national. Et dans ce cas-là, immanquablement, une élection en cache une autre. M. Macron subirait un deuxième camouflet électoral, et il n'aurait d'autre solution politique que de démissionner, et donc le scrutin législatif cacherait une élection présidentielle à venir dans le début de l'automne. Voilà la situation telle qu'elle se présente, et voilà d'une certaine manière les seules issues des urnes qui se présentent devant nous. On voit bien en présentant cela que finalement le choix de M. Macron, le choix contraint de M. Macron, si l'erreur de M. Macron elle existe, elle était avant, là il a fait un choix qui est le seul choix qu'il pouvait faire, et d'une certaine manière il lui reste malgré tout des échappatoires au sein de celui-ci. Tous ne peuvent pas en dire autant. On voit bien que, par exemple, la France insoumise est aujourd'hui dans le casse-noix électoral. Si elle repart dans le cadre de LFI, elle a perdu sa centralité et son leadership, qui était l'objectif affiché depuis 2018 par Jean-Luc Mélenchon sur le sujet. Si y a un front républicain qui se met en place, dont elle est exclue, on voit bien que LFI passera par pertes et profits de cette élection législative et se retrouvera avec un tout petit contingent. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, le premier réflexe de Jean-Luc Mélenchon a été de faire le choix, le soir même du vote, hier dimanche, de faire le choix de l'option 4, en envisageant la victoire absolue du Rassemblement national, et dans ce cas-là, de se projeter déjà dans la présidentielle, quand dans son discours, il appelle très clairement à se regrouper derrière la bannière de LFI. Il se place déjà comme un candidat de l'élection présidentielle, et en faisant d'une certaine manière l'impasse sur les élections législatives à venir. Alors bien sûr, le discours du dimanche soir n'est pas le discours du lendemain, où il se réunit déjà avec les autres forces de la NUPES, en passant donc d'une stratégie d'union populaire d'un côté à une stratégie du cartel des gauches envisagée. Nous verrons bien ce qui sort de ce petit jeu médiatique et de communication. Voilà un petit peu où nous en sommes à ce stade. Un dernier mot, pour vous dire que le rééquilibrage que l'on voit au sein de l'Union européenne est assez global. Les extrêmes droites ont gagné des sièges partout, de manière assez puissante, sans pour autant franchir le pas décisif qui leur aurait permis de devenir même une minorité de blocage au sein du Parlement européen. Autrement dit, la majorité qui est la majorité de rassemblement autour de Madame von der Leyen, avec la droite, le parti, le PP, les sociaux-démocrates européens et Renew, le groupe de M. Macron, continuent à avoir une majorité. Elle est de plus en plus ténue, ils ont perdu des positions importantes. On se dirige également au sein du Parlement européen, comme je vous l'avais déjà annoncé, vers une démocratie minoritaire à terme, mais nous n'y sommes pas rendus comme on s'y attendait. L'autre élément, c'est qu'il y a eu un rééquilibrage au sein des gauches. Très clairement, les gauches social-démocrates ont repris leur position de leadership de plus en plus largement par rapport aux gauches hier radicales. C'est le cas au Portugal avec le faible score du Bloco de Esquerda, c'est le cas en Espagne où le PSOE de Pedro Sánchez devance très largement les différentes gauches radicales, tant Podemos qui disparaît quasiment du paysage une fois de plus, que Sumar qui fait un score décevant. C'est le cas en Allemagne, même si le SPD fait un score très faible, autour de 14%, et avec un phénomène notable qui est que depuis la scission de Die Linke,
avec notamment le parti de Sandra Wagner qui s'est mis en place, et bien, ce parti qui propose de prendre à bras le corps un certain nombre de questions internationales sur la lutte contre l'immigration, eh bien, il y a une bascule au sein de cette gauche radicale où Die Linke perd plus de la moitié des voix la dernière fois et tombe à 2,7%, quand le nouveau parti tout juste constitué de Saga Wagner fait déjà 6%, et donc rééquilibre et élargit. Et c'est ça le phénomène un petit peu nouveau qu'il faut avoir en tête, parce que c'est le seul pays où cela se passe, élargit l'assise de la gauche de transformation sociale. Voilà un petit peu le début de panorama qu'on peut faire, les dynamiques qui sont à l'œuvre au niveau européen, et il faut les avoir en tête, parce que les dynamiques de ces élections européennes seront bien sûr les dynamiques des élections législatives à venir. Si j'ai terminé par ça, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui pour qui veut recréer un espoir populaire que d'élargir le socle. Vous savez que j'analyse depuis des mois et désormais des années qu'on rejoue toujours la même partition électorale et que ce n'est pas tant un problème de demande politique du côté des citoyens qu'un problème d'offre politique de la part des différents partis qui ne répondent pas aux aspirations et qui font que les citoyens en sont réduits à créer des situations de blocage électoral face à la situation qui leur est proposée. Eh bien, c'est cela que nous avons vu hier. Tous ceux qui pensent que l'on résoudra la crise démocratique avec M. Macron, que l'on répondra à la montée puissante du Rassemblement national et des extrêmes droites en faisant l'impasse sur le fait de proposer une nouvelle offre politique et en se contentant de retourner dans tous les sens, dans un autre, de refaire ce qui a déjà été fait avec les formations qui sont en place depuis maintenant des années sur les mêmes lignes politiques, en seront une nouvelle fois encore pour leurs frais dans 3 semaines. C'est malheureusement le paysage tel qu'il se présente. Il est intéressant pour l'analyse politique, il met chacun au pied du mur, mais qui dans ce pays veut encore sauver ceux qui ont mis la tête sous l'eau des citoyens? C'est la question qu'on sera appelé à résoudre dans maintenant 3 semaines. Voilà, je m'en arrête là pour ce petit point rapide au lendemain de la dissolution. J'essaierai de vous refaire un petit point plus précis et en chiffres, avec un spectre plus large sur les élections européennes dans les heures ou jours à venir. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ici en dessous et à vous abonner à la chaîne. De mon côté, je vous dis à très bientôt, salut!